Cette histoire commence avec Seong-yoon, un homme submergé par les dettes qui, désespéré, a accepté une étrange proposition pour participer à des jeux où il pourrait remporter une fortune, sans imaginer qu'il se retrouverait face à face avec la mort. Contre toute attente, Seong-yoon est sorti vainqueur, mais au moment où il allait retrouver sa fille, il découvre qu'il continue de recruter d'autres personnes. Bouleversé par la rage et animé d'un profond désir de justice, il décide de revenir pour en finir avec le jeu. Parviendra-t-il à assouvir sa vengeance? Après avoir décidé de rester, il reçoit un appel l'avertissant qu'il regrettera de ne pas avoir pris cet avion. Seong répond qu'il les retrouvera, même si c'est la dernière chose qu'il fait. Tout de suite après, il se rend aux toilettes et s'arrache des puces implantées dans son corps. D'autre part, nous découvrons que Juno, l'agent de police qui avait réussi à s'infiltrer sur l'île des Jeux, se réveille dans un hôpital. Il est vivant, mais 2 années se sont écoulées depuis les événements de la saison précédente. À présent, Juno travaille en infligeant des amendes pour des infractions de la circulation. Il arrête un conducteur sans casque et juste après, un collègue arrive et lui demande si ces jeux dont il parle existent vraiment. Même si Juno affirme que les participants à ces jeux ont bel et bien existé, il n'y a aucune preuve ni aucune trace. Même la balle dans son épaule n'a fourni aucun indice. Juno omet de préciser que son propre frère était le leader des premiers jeux. Pendant ce temps, Seong travaille comme veilleur dans un motel qu'il a acheté avec une partie de l'argent qu'il a gagné. La sonnette retentit. Il ouvre la porte, toujours traumatisé par la vision de la tête de son frère et celle de son ami. Mais ce n'était qu'un cauchemar. À son réveil, il se retrouve face à un détective privé qui travaille pour lui et qui, depuis 2 ans, surveille les stations de métro sans avoir vu personne recruter de nouveaux joueurs. Seong lui raconte qu'il avait précisément reçu l'invitation au jeu à cette période. Il lui ordonne de surveiller toutes les stations 24 heures sur 24 et de ne pas s'inquiéter de l'argent. Il veut engager le plus de monde possible et offrir 500 millions de won à qui trouvera le recruteur. Revenons à Juno. Lui et un ami parcourent les îles en bateau à la recherche du siège supposé des jeux. Voilà 2 ans qu'ils cherchent sans résultat. Entre-temps, les détectives engagent des gens pour une seule mission: localiser un homme qui joue avec des cartes rouges et bleues et qui remet une carte d'invitation. Celui qui le trouve empochera 50 millions de won. La nouvelle se répand. En peu de temps, tout se précipite dans les stations de métro pour guetter. Seong commence à recevoir des photos de n'importe quel individu suspect sans que ce soit jamais la bonne personne. Au même moment, Juno poursuit ses recherches de l'île. Les jours passent et ni Seong ni Juno ne trouvent quoi que ce soit, mais ils ne baissent pas les bras. La date approche et ils pensent que les jeux vont bientôt commencer. Un soir, le détective envoie une photo à Seong pour lui montrer qu'il n'y a rien de pertinent. De son côté, le capitaine qui accompagne Juno décide de stopper la recherche. Ils ont failli chavirer à cause des tempêtes. Le lendemain matin, le détective et son coéquipier débutent un autre tour de surveillance. Son coéquipier, exaspéré, tourne en dérision l'idée d'un type cinglé. Soudain, ils entendent un bruit. Quelqu'un joue au takji, un jeu de cartes en papier. Ils préviennent Seong à la hâte et suivent un homme qui entre d'abord dans une boulangerie et achète tout le pain, puis va jouer à la loterie et achète 100 tickets. Ils arrivent dans un parc, dans ce causé de parc, où le recruteur s'approche de plusieurs mendiants pour leur proposer de choisir entre un morceau de pain ou un billet de loterie. Tous prennent le billet et perdent. Les uns après les autres, personne ne gagne. Finalement, le recruteur jette les pains au milieu du parc et les piétine, tout en disant « Je vous ai donné le choix ». Parallèlement, Seong roule à vive allure dans la rue et la police l'arrête. Revenons à Juno. Il part à la recherche de Seong et découvre le quartier général des détectives. Ils se mettent à fouiller et il apparaît clairement qu'ils étaient en train de chercher le recruteur des jeux. Puis, un homme entre et confirme ses soupçons. D'un autre côté, Seong arrive dans son appartement et y trouve le recruteur, qui lui dit qu'il aurait dû monter dans cet avion, mais Seong rétorque qu'il ne l'a pas fait parce qu'il l'a vu, lui. Le recruteur mentionne qu'il n'est qu'un messager. Depuis le début, il recrute des gens qu'il considère comme des rebuts de la société, sans aucune valeur. Il répétait cela jusqu'au jour où il a dû tuer son propre père, sans hésiter. Maintenant, il veut jouer avec Seong. La partie commence. Ils tirent tous deux, mais personne ne perd. À la fin, il ne reste plus que 2 balles. Le recruteur déclare que s'il veut rencontrer le leader, la réponse est dans sa poche, et qu'il peut s'en sortir s'il accepte d'être un rebut, comme tout le monde. Seong prend son courage à 2 mains et tire. Constatant qu'il a gagné, Seong dit au recruteur qu'il peut tirer, mais qu'il doit admettre qu'il n'est qu'un chien obéissant à son maître. À cet instant, le recruteur fait feu. C'est ainsi que s'achève le premier chapitre. Le second chapitre commence avec Juno qui entend un coup de feu.
Il entre rapidement en scène et trouve le détective, qui lui dit qu'ils sont dans la chambre 410. Yuno monte et tente d'arrêter Seong, mais le détective arrive et l'assomme. Seong le braque avec une arme, mais le détective se met à expliquer qu'il suivait le recruteur, sans toutefois connaître Seong en personne. Ensuite, Seong aperçoit le recruteur aux côtés de Saint-Pierre et se réjouit, car celui-ci avait tué son ami. Finalement, une carte avec une adresse apparaît entre les mains de Seong. D'un autre côté, nous faisons la connaissance d'une jeune femme qui dort dans sa voiture et qui sera sans doute importante. Elle ne reçoit qu'un simple avertissement pour s'être garée dans un endroit interdit. Pendant ce temps, Yuno se trouve avec Seong et tous deux évoquent les premiers jeux. Seong précise qu'il veut les arrêter. Yuno commente qu'il a entendu parler du leader, mais qu'il ne l'a jamais vu et ignore qui il est. Néanmoins, il veut également découvrir pourquoi son frère s'est engagé dans ces jeux et souhaite l'aider. Ils entrent ensemble dans une pièce où 3 hommes sont prêts à tout. Seong leur propose tout son argent en échange de leur aide. Il les emmène ensuite dans une autre pièce où il leur montre toutes les armes qu'il a réunies pour affronter le groupe derrière les jeux. Plus tard, nous nous retrouvons à une fête pour enfants. Les oursons se rendent au vestiaire et nous revoyons la jeune femme de tout à l'heure qui y travaille. Une petite fille pénètre dans le vestiaire et tous enfilent aussitôt leur masque, mais l'un d'eux, ignorant, entre sans masque. La fillette le voit et se met à pleurer. C'est là qu'on découvre que cette petite a besoin d'une greffe de moelle osseuse, car elle est atteinte de leucémie. La jeune femme observe attentivement le dessin que la fillette lui a offert. Retour à Seong. Il rend visite à la mère de Bon. Pendant la visite, il aperçoit un jeune garçon et comprend qu'il s'agit de son petit-fils. Un peu plus tard, un détective lui apprend qu'ils ont trouvé la mère de Sabok. Elle vient juste de sortir d'un camp de prisonniers où il y a eu un foyer de tuberculose et où elle n'a pas reçu de soins appropriés. Apprenant cela, Seong demande au détective de faire le nécessaire pour la faire venir, quel qu'en soit le prix. Enfin, dans un couloir, Seong croise la jeune femme et nous découvrons qu'elle s'appelle Neol. C'est une mère qui cherche sa fille, qu'elle a perdue en raison d'un conflit. Elle a tiré sur un officier supérieur et a dû fuir vers le sud. À l'écoute de son histoire, Seong lui conseille de tout simplement oublier sa fille. Ce soir-là, Neol boit en pleurant devant la photo de sa fille. Tout à coup, quelqu'un frappe à la vitre de sa voiture et lui remet une invitation. De son côté, Yuno discute avec sa mère à propos de son frère. Elle l'attend toujours. On apprend que son frère a fait don d'un rein à Yuno, qu'il n'a pas pu sauver sa femme, car elle est tombée malade, et qu'il a accepté un pot de vin qui s'est mal terminé, le contraignant à fuir. Retour à Neol. Elle dépose sa lettre de démission et quitte les lieux. Avant son départ, une ambulance arrive pour emmener la fillette. Ensuite, un dentiste arrache une dent à Seong pour lui poser une prothèse ainsi qu'un GPS. Neol va à l'hôpital avec l'enfant, et le médecin révèle au père que la petite a besoin d'un nouveau traitement non pris en charge par l'assurance et très coûteux. Neol rentre seul dans la chambre et voit la fillette. D'un autre côté, Seong engage un groupe de forces spéciales, d'anciens marines, sous la conduite d'un vétéran aguerri au combat. Ensemble, ils planifient de se rendre à l'endroit indiqué sur la carte. Ils ont un plan, mais Yuno n'est pas certain qu'il fonctionne. Quelque chose l'inquiète. Seong leur interdit d'attaquer à moins d'un ordre de sa part. Yuno, quant à lui, ne peut pas participer car son visage a déjà été exposé lors des premiers jeux. Avant de partir, Seong parle à sa fille mais ne dit rien de particulier. Pendant ce temps, Neol appelle le numéro indiqué sur la carte, confirme son identité et on l'informe qu'un fourgon blanc passera la chercher le 31 octobre. Seong se rend au lieu de rendez-vous avec Yuno et un autre coéquipier. Une fête d'Halloween a lieu. Ils y entrent, se mettent des masques et s'assurent que le localisateur fonctionne. Tandis que Seong fouille les environs, Yuno observe depuis la rue et aperçoit passer 2 hommes habillés en garde. Yuno prévient aussitôt Seong, qui s'élance pour voir de qui il s'agit. Mais l'un des gardes repère et neutralise Monsieur Choi. L'autre garde emmène Seong dans un couloir qui le conduit jusqu'à un fourgon blanc. Entre-temps, Yuno vérifie le signal du localisateur et donne l'ordre aux mercenaires. Seong parle avec le chef, qui lui demande pourquoi il le cherche. Seong répond qu'il veut mettre fin au jeu. Toutefois, le chef explique que l'objectif du jeu est d'éliminer les perdants ou les rebuts de la société et que tant que de telles personnes existeront, le jeu continuera. Les mercenaires se lancent à la poursuite du fourgon, mais des tireurs d'élite touchent les 3 véhicules, les empêchant d'avancer. Seong tire sur la vitre du fourgon sans succès. Alors, Seong se propose de participer à nouveau au jeu.
Tout cela se produit tandis que Yuno écoute la conversation. Il le provoque, lui demandant s'il a peur de perdre comme le recruteur, et l'autre répond que ses désirs sont des ordres et accepte de participer. C'est à ce moment que le même gaz qu'il avait déjà endormi lors de la première saison se diffuse. Puis, il abaisse la vitre et le chef lance. 456, bienvenue à nouveau dans le jeu. Yuno lance le plan B pendant que les mercenaires suivent le localisateur. En même temps, Néol se rend au point de rendez-vous, mais cette fois, il n'y a ni remorque ni chambre numérotée. À notre grande surprise, Néol n'est pas une joueuse, mais une garde des jeux. Le troisième chapitre commence avec Yuno, qui part avec le capitaine, les mercenaires et Monsieur Shui. Ils suivent le localisateur pour atteindre l'endroit où se dérouleront les prochains jeux. Pendant ce temps, Seong se réveille et constate qu'il porte à nouveau la combinaison verte. Tous les joueurs ont un numéro. Une femme, la numéro 44, s'approche et lui dit que son passé l'a amené à se retrouver ici. Elle lui demande aussi si, une fois qu'ils s'en sortiront vivants, il voudra bien la laisser lui ôter toute l'énergie négative qu'il porte. Un garde souhaite la bienvenue aux joueurs et leur explique les règles. 6 jeux sur 6 jours, et le gagnant rafle tout l'argent. La cagnotte s'élève à 45,6 millions de won. En outre, cette fois-ci, à la fin de chaque jeu, ils pourront décider s'ils veulent continuer ou rentrer chez eux avec la partie du gain cumulé jusqu'à présent. Seong demande si, en gagnant un seul jeu puis en se retirant, on peut tout de même garder le montant correspondant. Et le garde confirme. Entre-temps, les joueurs commencent à discuter entre eux. Un youtubeur réclame son téléphone car il doit consulter ses placements. Le garde lui répond qu'il avait aussi une chaîne YouTube mais qu'il a investi 15,2 millions de won et tout perdu. Il se retrouve donc ici pour les mêmes raisons que beaucoup. La faillite. Au beau milieu de la conversation, une vieille dame interrompt et demande ce que son fils fait dans ses jeux. Le garçon, stupéfait, lui demande pourquoi elle est là. Elle répond qu'elle est venue payer ses dettes. Lui, manifestement agacé, interroge la garde sur les raisons qui ont permis à une personne âgée de participer au jeu. Le garde explique que tous les participants sont présents volontairement et qu'ils doivent signer un accord de confidentialité pour valider leur présence. Il leur rappelle aussi qu'ils peuvent se retirer après chaque jeu s'ils le souhaitent. Beaucoup peinent à croire qu'ils peuvent gagner de l'argent en ne jouant qu'à un seul jeu. Le youtubeur est d'abord confronté à un rappeur et à son ami, qui lui reprochent de leur avoir fait confiance et d'avoir investi leurs économies, ce qui les a conduits à la ruine. Le youtubeur rétorque que c'était à leur risque et qu'il n'est pas responsable. Malgré tout, le rappeur le prévient qu'il devra gagner pour les rembourser. Le rappeur, plutôt connu, dit qu'il veut une photo, mais le garde répond qu'ils pourront en faire une en sortant, car pour l'instant, ils doivent faire la queue pour l'enregistrement avec photo. C'est là qu'apparaît la fameuse photo de Seong. Entre-temps, Yuno et les autres arrivent sur une île. Le capitaine explique qu'il connaît cet endroit car autrefois des gens y vivaient, mais qu'aujourd'hui il n'y a plus que des pêcheurs sur le rivage. En accostant, il ne trouve qu'un seul homme en train de pêcher. Revenons à Seong qui marche quand il entend quelqu'un l'appeler. C'est son vieil ami Jongbe, lequel lui avait demandé de l'argent. On apprend qu'il a divorcé et se retrouve maintenant sans le sou. Il est entré dans le jeu sans rien savoir, car il n'a pas eu de nouvelles de Seong depuis 3 ans. Seong lui intime de lui obéir en tout et de ne jamais s'éloigner de lui. Peu après, Seong touche sa dent et constate en la retirant qu'il n'y a pas de balise. Troublé, il déclare « Je suis perdu ». Pendant ce temps, les mercenaires retrouvent le localisateur dans un bateau plein de verre, laissant Seong totalement isolé. Le premier jeu commence « Feu rouge, feu vert ». Comme dans la première saison, tout le monde reconnaît ce jeu, mais Seong est le seul à paraître inquiet. Il se met devant et prévient que ce n'est pas un jeu d'enfant et que si on les repère en train de bouger, ils seront tués. Pourtant, tous se moquent de lui et le prennent pour un fou. Personne ne l'écoute vraiment. La partie débute avec une nouvelle poupée. Parallèlement, on voit le leader observer la scène depuis la salle de contrôle. Il s'agit du frère de Yuno. Tandis que le jeu progresse, Seong conseille de ne pas bouger et de suivre les règles. Au début, tout le monde progresse sans souci, en suivant son rythme, mais un événement imprévu survient. La fille à moto du début se fait piquer par une abeille au cours du jeu. En bougeant, elle est détectée et éliminée. La panique s'empare alors des joueurs, qui comprennent que Seong avait raison. Beaucoup perdent leur sang-froid et tentent de fuir en courant. La plupart se font éliminer dans leur tentative. Même le dernier à avoir bougé est envoyé chez Saint-Pierre par Néol, qui participe comme garde. Le jeu terminé, on convoque tous les joueurs pour voter s'ils veulent continuer ou arrêter.
Seong est le premier à voter, mais avant qu'il n'appuie, la dame de tout à l'heure lui dit que quoi qu'il fasse, il ne pourra échapper à son destin. Malgré tout, Seong vote pour partir. Un à un, les joueurs votent. Le second choisit de rester. Seong constate qu'en dépit de ce qu'ils viennent de vivre, beaucoup sont aveuglés par l'argent. Le score continue à évoluer. 29, 25, puis 51, 57, jusqu'à ce qu'on arrive au joueur 230 et le tableau indique 87, 93. Seong tente de les persuader en leur rappelant que dans chaque jeu, de nombreuses personnes mourront et qu'ils finiront tous par y passer. Cependant, le joueur numéro 100 le confronte en se demandant comment il peut en savoir autant. Il sous-entend que Seong pourrait bosser pour les organisateurs. Jang-bae prend la défense de Seong, rappelant que grâce à lui, beaucoup ont survécu. La vieille dame soutient Seong, disant qu'il devrait voter pour partir. Au milieu des cris, Seong révèle qu'il avait déjà participé à ces jeux. Il explique que tous les joueurs précédents sont morts et qu'il est le seul survivant. Le joueur numéro 100 lui demande alors pourquoi il est revenu, s'il avait déjà gagné et empoché l'argent. Le rappeur intervient, déclarant que si Seong a pu l'emporter, ils le peuvent aussi. De plus, il suggère que Seong leur donne quelques astuces pour gagner. Cela motive les autres, qui se rangent de derrière lui. Le vote se tend davantage. Le score avance jusqu'à 180 contre 181. Le joueur numéro 7 vote contre, portant le score à égalité, 182 à 182. Le dernier à voter est le joueur numéro 1. Tous essaient de le convaincre de son choix. Finalement, le joueur 1 opte pour continuer. C'est alors qu'on découvre qu'il n'est nul autre que le leader des jeux du calmar. Le 4e chapitre commence avec les joueurs qui cherchent Seong pour lui demander quel sera le prochain jeu et comment il a fait pour gagner lors de sa précédente participation. Seong leur explique que le jeu suivant sera celui des biscuits et qu'il faudra extraire une forme sans la briser. Il précise que la forme la plus facile est le triangle, tandis que la plus difficile est le parapluie. L'un des joueurs commente que dans les précédents jeux, celui qui avait choisi le parapluie est mort. Mais Seong reste silencieux. Le joueur numéro 100 s'approche et remercie Seong de leur avoir donné de l'espoir lors du vote, ce qui l'a encouragé à voter pour continuer. Toutefois, il ajoute que si tout le monde gagne le deuxième jeu, la cagnotte n'augmentera pas, ce qui pourrait être un danger. Après que les autres s'en vont, l'ami de Seong lui demande quelle forme il avait eue au jeu précédent. Seong, mal à l'aise, se souvient de ce qui s'est passé pendant ce jeu. Un peu plus tard, le numéro 1, le leader, s'approche de Seong pour discuter. Seong ignore qui il est vraiment. Celui-ci lui demande, timidement, s'il a vraiment gagné les précédents jeux et, si oui, pourquoi il est revenu alors qu'il avait déjà eu tout l'argent. Seong répond que cet argent n'était pas réellement à lui, qu'il était teinté par la mort de tous les autres participants. Il tient pour responsable le système et l'organisation de sa présence en ces lieux. Le leader lui rappelle que 182 personnes ont voté pour continuer, prouvant que ce n'est pas sa faute à lui. Ensuite, il lui pose une question. Si ces gens avaient choisi de partir, auraient-ils été heureux ? Et s'il le voyait dehors, le remercierait-il de les avoir sauvés ? La conversation est interrompue par l'ami de Seong, qui fait remarquer qu'il est vain de s'accuser mutuellement et qu'il ferait mieux de se concentrer sur le jeu du lendemain. À ce moment-là, le numéro 338, un ex-marine, reconnaît l'ami de Seong, lui aussi ancien marine. La tension monte entre d'autres joueurs. Le youtubeur est sous la pression du rappeur et de son ami, qui exige qu'il leur rende l'argent qu'ils ont investi dans ses cryptos. Malgré cela, le youtubeur insiste pour dire qu'il est autant ruiné qu'eux. Par ailleurs, la vieille dame découvre qu'une des joueuses est enceinte et lui conseille de se ménager. Revenons au rappeur. Le numéro 1 l'interrompt et le frappe, lui faisant comprendre qu'il aurait mieux fait de rester chez lui pour prendre soin de sa famille au lieu de se mêler à ses jeux, surtout après l'avoir perdu. La journée s'achève et les gardes rejoignent leur chambre. Néol, dans la sienne, se souvient du joueur 246 et réalise que c'est le père de la fillette dont elle s'occupait. Cette nuit-là, bon nombre de joueurs n'arrivent pas à dormir et se contentent de fixer le cochon géant rempli d'argent. Plus tard, le numéro 1 revient vers Seong pour s'excuser de ce qui s'est produit. Ils s'excusent mutuellement et le leader partage son histoire personnelle. Il raconte que sa femme était très malade et avait besoin d'une greffe de rein. Pendant les examens, ils ont découvert qu'elle était enceinte. Un seul des deux pouvait survivre et il a choisi que son enfant naisse. Il a demandé toute l'aide financière possible pour sauver sa femme, mais cela n'a pas suffi. Tout s'est dégradé et un client lui a prêté de l'argent, l'accusant ensuite d'avoir accepté des pots de vin. Il a perdu son travail, malgré ses années de service.
Sans nulle part où aller, il a fini par se mêler au jeu. Le leader admet qu'il sait que l'argent est taché de sang, mais insiste sur le fait qu'il agit pour sa famille, qui en a besoin. Ensuite, chez les gardes, on enlève ce qui peut être utile chez les joueurs, mais beaucoup sont inutilisables parce qu'une garde les élimine complètement, et quand ils arrivent en bas, leurs organes ne peuvent plus servir. La garde différente sort de la pièce, et on l'informe que la garde numéro 11 tire à la tête, ce qui rend inutilisable la marchandise. Ils finissent par la rejoindre pour lui dire d'aller voir l'officier. Il monte les escaliers jusqu'à une chambre. Elle retire son masque et lui demande pourquoi il agit ainsi. On découvre qu'ils se connaissent depuis 7 ans. La première fois, elle était à l'hôpital après avoir tué tout un bataillon militaire, et il a ressenti de la pitié pour elle, décidé à lui laisser une chance. Elle n'avait qu'à obéir à ses ordres. Elle souligne que 7 ans plus tôt, l'accord consistait à permettre aux gens de reposer en paix pour qu'ils ne souffrent plus, et il l'a aidé à faire venir sa fille Tossam, Tofur du Nord. Cependant, maintenant, il fait du trafic avec les joueurs. De son côté, Yuno retourne au commissariat et demande de l'aide à son capitaine. Il lui explique qu'ils doivent chercher l'île. Elle existe bel et bien, et cette fois pourrait être leur dernière chance. Mais la police ne l'aidera pas. Il parle alors avec Monsieur Choi et part une nouvelle fois à la recherche de l'île. Monsieur Choi discute avec le capitaine. Ce dernier lui dit qu'il ignore comment ils ont eu vent de l'histoire de la dent. Quelqu'un a fait fuiter cette information, mais il sait seulement que tout ce qui a été dit est vrai et que ces gens existent vraiment. Le deuxième jeu commence. Néanmoins, tout a changé. Les figures sont différentes. Maintenant, le triangle est le plus complexe. Tous commencent à accuser Seong de les avoir induits en erreur. Mais ce n'était qu'un rêve. L'alarme retentit et, cette fois, le nouveau jour commence réellement. Nous apprenons que la fille enceinte s'appelle Ton et qu'elle est l'ex-petite amie du youtubeur qui est là parce qu'elle aussi lui a fait confiance. Elle veut son bébé et participe pour payer ses dettes. Les gardes apparaissent, notent et les joueurs se rendent dans la salle du jeu. Tous sont persuadés qu'il s'agira du triangle, et le rappeur glisse quelques friandises dans sa poche. En arrivant, pourtant, la scène est différente. Une voix off déclare qu'ils vont jouer en équipe de 5 personnes et qu'ils devront choisir une forme. Mais il n'y a pas de triangle. Ce sont d'autres figures. Ils s'empressent de créer leurs équipes de 5 et de sélectionner leurs formes. Parallèlement, certains sont mis de côté. Une femme trans rejoint une autre femme parce que tout le monde la regardait bizarrement. La vieille dame et le nerd ne rejoignent personne parce qu'on les considère comme un poids, jusqu'à ce qu'ils finissent par former un groupe de rejetés. Finalement, la fille enceinte se joint à Seong. Cette fois-ci, il s'agit de passer plusieurs mini-jeux en seulement 5 minutes. Chaque membre doit décider qui jouera tel mini-jeu pour avoir une chance de gagner. Les équipes 1 et 2 commencent. Tout le monde a l'air de s'amuser car c'est une course contre la montre. Les deux équipes essaient de réussir, mais cela offre à tous les autres la possibilité d'observer leur stratégie. Il reste 3 minutes et voyant la difficulté, les autres s'entraînent. Le temps s'épuise, les deux équipes, malgré des joueurs compétents, ne parviennent pas à franchir le 3e mini-jeu et sont éliminés. Après que les gardes ont emporté les corps, ils en repèrent un encore en vie et Neol décide de l'éliminer. Puis le jeu se poursuit et l'équipe 3 et l'équipe 4 se présentent sur la ligne de départ. L'équipe 3 et l'équipe 4 s'affrontent, mais cette fois avec l'avantage d'avoir vu les mini-jeux. Ils avancent plus vite. L'équipe de la vieille dame réussit tout. La femme trans demande à tous de se retourner et parvient à franchir l'épreuve. Ainsi, ils constatent que c'est possible et s'encouragent. Arrivés au mini-jeu de la toupie, la dame bizarre panique et n'y arrive pas. Mais la trans la secoue pour la faire réagir, et finalement, elle réussit. Ils atteignent l'épreuve finale. La femme trans la réussit et ils gagnent à une seconde près. Tous célèbrent, cependant, l'autre équipe est éliminée. Toutes les équipes passent à leur tour, jusqu'à ce que vienne celle de Seong. Ce sont les derniers, il ne reste plus de joueurs. Le jeu commence et chacun accomplit parfaitement les mini-jeux. Ils arrivent ainsi jusqu'à la toupie. C'est au tour du leader, qui échoue plusieurs fois, mais il finit par y parvenir à 1 minute de la fin. Il passe à l'ultime étape. Seong maîtrise la balle et survit au second jeu. L'équipe de Seong réussit et quelques joueurs en sont contrariés, car cela réduit la cagnotte. D'un autre côté, les gardes rejoignent leur chambre, mais 2 d'entre eux s'approchent de Neol. Ils la préviennent d'arrêter de tuer les joueurs, sinon elle va au-devant de gros ennuis. Revenons à Seong. L'un d'eux lui dit de se présenter, et c'est là qu'on apprend le nom du leader. Junil, qui signifie être un. Aussitôt, les gardes affichent les résultats du 2e jeu.
Le montant est maintenant de 100 millions de won. 110 joueurs ont été éliminés lors du tour précédent. Beaucoup sont mécontents car ils ne gagneraient même pas 100 millions. Alors le garde leur rappelle qu'ils ont la possibilité de partir. Ils doivent voter à nouveau. Tous se réunissent au centre, mais cette fois, le joueur numéro 1 votera en premier. Les joueurs commencent à voter et, bien qu'au début il semblait que le jeu s'arrêterait, ils finissent quasiment tous par vouloir continuer. Certains, comme la femme trans, pour des raisons qu'on ignore. D'autres, sous la pression de leurs équipes, se sentent obligés de changer d'avis. En voyant cela, Seong prend la parole, mais le leader aussi. Il leur demande, après tout ce qu'ils ont vu, s'ils veulent vraiment continuer. Quelqu'un répond que l'argent restant ne suffirait pas à payer ses dettes. Le leader rétorque que s'il meurt, il laisserait sa famille avec la dette. Et alors qu'il paraissait les convaincre, quelqu'un fait remarquer que les jeunes ont encore le temps de reconstruire leur vie, tandis que les plus âgés n'ont plus rien à perdre et veulent tout risquer. Ils réclament un jeu de plus. La nouvelle votation débute. Cette fois, beaucoup décident de poursuivre, et même si Seong est le dernier, cela ne change rien. Le troisième jeu aura lieu. Après le vote, ils se demandent mutuellement de combien ils ont besoin et pourquoi ils ont voulu continuer. Pour sa part, Seong explique qu'il va monter la garde, car il craint que les joueurs ne s'entretuent la nuit pour gonfler la cagnotte. Le leader répond qu'il doute que les gens en arrivent là, mais Seong rétorque que c'est arrivé lors des premiers jeux et qu'il prendra donc le premier tour de garde. À ce moment, la fille enceinte a envie d'aller aux toilettes, ainsi que la vieille dame. Les deux sont accompagnés pour éviter un incident. Là, nous apprenons que la femme trans espère obtenir au moins X millions pour s'installer en Thaïlande et y mener une vie meilleure. Elle raconte qu'avant, elle était militaire, mais qu'après avoir décidé de se faire opérer et changer de sexe, plus personne ne voulait d'elle, et tous la regardèrent de travers. Pour sa part, la vieille dame avoue qu'elle est fâchée contre son fils, mais elle révèle qu'il lui faut au moins 100 millions, car c'est le montant de sa dette. Du côté de l'ami de Seong, il lui confie que ce jour-là, au bar, quand il lui avait demandé de l'argent, si Seong lui en avait prêté, il aurait peut-être pu sauver sa mère et éviter tout ça. Néanmoins, il affirme que ce jour-là, il n'avait vraiment pas d'argent, et c'est pourquoi il se trouve ici. Le lendemain, tous les joueurs se rassemblent pour le troisième jeu. Cette fois, Seong n'a pas d'avantage, puisque le jeu est différent. De plus, il se joue en binôme. Le troisième jeu peut alors commencer. Le 6e chapitre démarre avec le jeu. Concrètement, tous les joueurs se tiennent au centre et lorsqu'on annonce un chiffre, ce chiffre correspond au nombre de personnes qui doivent entrer dans une salle. Lors de la première manche, on appelle le 10. Tout le monde se précipite pour se rassembler en groupe de 10. Il y a un temps limité, ceux qui n'y parviennent pas sont éliminés. Ensuite, on sort et le nouveau chiffre est 4. Ils se divisent en groupes de 4 et entrent dans les salles. Ceux qui n'arrivent pas à se grouper sont éliminés. Toutefois, un groupe de 3 essaie de passer en fraude en entrant ensemble, mais les caméras constatent qu'ils ne sont que 3 et ils sont éliminés. À la manche suivante, les survivants sont plus méfiants, mais à cause du nombre limité de joueurs, les trahisons commencent. La roue tourne et indique le 3. Tout le monde se dépêche de séparer certains binômes, y compris la vieille dame qui tente de rester avec son fils. Par chance, Seong l'embarque avec lui et ils ont la vie sauve. Le 4e round commence. Le fils, qui a choisi de se sauver plutôt que de secourir sa mère, se sent coupable, mais elle l'apaise. Il éclate malgré tout en sanglots, ayant failli la perdre. La roue tourne et sort le 6. Cette fois, les trahisons et les bousculades s'intensifient, provoquant beaucoup d'éliminations. Les disputes se multiplient et les nerfs lâchent face à la peur. Dans la 5e et dernière manche, les joueurs reviennent au centre. La roue tourne et affiche le 2. Alors tout le monde lutte pour entrer dans les salles, car on ne peut pas être plus de 2. Les coups bas et les sacrifices pour survivre atteignent leur comble. Même le leader doit éliminer quelqu'un pour rester en vie. Ainsi s'achève le 3e jeu. Dehors, Yuno et son équipe continuent de chercher. À l'intérieur, les joueurs retournent dans leur chambre, mais à cause des trahisons, personne ne se fait plus confiance. Les groupes ont rétréci et les discussions sont plus tendues, certains voulant continuer, d'autres cherchant à abandonner. Les gardes arrivent avec les résultats du 3e jeu. Le cumul s'élève à 35 000 millions. Chaque joueur toucherait 356 millions. C'est une grosse somme et certains essaient de convaincre les autres de poursuivre pour gagner et sortir vivants. Un nouveau vote s'organise. Seong vote pour partir et un à un, les joueurs défilent. Au joueur 120, il ne manque plus que 3 votes pour qu'il soit majoritaire à s'en aller.
Dans le même temps, Yuno voit quelque chose de louche sur une île et décide de s'en approcher avec son équipe. Ils découvrent une porte et s'y dirigent, mais il s'agit d'un piège. Malgré tout, le décompte continue. 48 à 48. Les joueurs suivants votent, arrivant à 49 contre 50. C'est au leader de voter, et à la surprise générale, il choisit l'égalité. Selon les règles, ils doivent voter à nouveau, mais après un délai d'1 heure, pour qu'ils y réfléchissent. Les disputes éclatent dans les dortoirs, et on distingue 2 camps. Cependant, un détail glace. Seong. On leur a donné de la nourriture avec des couverts métalliques, un signe qu'on souhaite qu'ils s'entretuent pour que le jeu continue. Dans les toilettes, un combat se déclenche entre le youtubeur et le rappeur. Comme prévu, ils commencent à se servir des fourchettes. Les lumières s'éteignent et la bagarre démarre. Tout le monde s'agite, attaquant ceux qui sont sur leur lit. Le combat fait rage et beaucoup meurent. Quand le carnage est terminé, les gardes entrent pour examiner les cadavres et calmer ceux qui se battent encore. Toutefois, le groupe de Seong attaque les soldats, s'empare de leurs armes et en abat plusieurs. Le garde en noir ordonne de se retirer, mais les joueurs ont maintenant des armes. Seong dit aux survivants que s'ils éliminent tous les gardes, ils pourront s'enfuir et empocher l'argent. Tout le monde gagnerait. Certains se rallient à son plan tandis que la majorité reste dans la chambre. Rapidement, un groupe mené par la femme trans, ex-militaire, gravit les escaliers. Ils abattent plusieurs gardes, mais perdent des munitions en avançant. Le leader les aide aussi à progresser. Ils parviennent à s'approcher de la salle de contrôle, mais certains joueurs tombent. Pendant ce temps, le leader remarque une caméra et la garde en noir s'aperçoit qu'ils sont observés. Plus tard, le leader rejoint Seong et ils font partie des derniers encore debout. Il déclare à Seong qu'il va passer devant, pour les contourner par l'arrière et prendre les gardes en tenaille. Seong lui remet aussi un chargeur parce qu'il en aura besoin. En bas, l'un des chargés des munitions perd son sang-froid et ne répond pas à la radio, ce qui pousse la femme trans à redescendre le chercher, redoutant un incident. Pourtant, le leader trahit les joueurs et descend celui qui l'accompagnait. Ensuite, via radio, il commande aux gardes de tous les tuer. Les gardes reviennent en bas et abattent un à un les joueurs. En parallèle, la femme trans recherche le marine qui a paniqué, car ils avaient besoin de munitions. Mais au final, il ne reste plus que 2. Finalement, Seong et son ami se retrouvent face au leader. Celui-ci descend pour les affronter et lui lance « Ça t'a amusé de jouer les héros ? Maintenant, tu vas payer !» Aussitôt, il tue l'ami de Seong, le laissant en larmes, suppliant pour son ami déjà parti. C'est ainsi que se termine la 2e saison. Qu'en penses-tu ? Pour ma part, j'ai adoré. On se revoit bientôt. Salut!